c'est que bien souvent, quand tu es bien dans la vie, quand tu es bien dans ce que tu fais, quand tu es dans la bienveillance, quand tu es dans la lumière et tout ça, comme par hasard, la vie t'envoie moins de bad. Marrant, ça. Et finalement, plus tu fais confiance à la vie, plus tu es dans la vie, plus tu acceptes les blessures de ta vie et qu'au contraire tu les sublimes, plus finalement la vie t'en enverra de moins en moins de ces choses négatives. Hello moi-même, bonjour à tous, bonjour à toi auditeur, je suis très heureuse de te retrouver comme chaque semaine dans mes petites capsules pleines d'amour où mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Jean-Marie Caplin. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bonjour à tous. Jean-Marie, tu vis dans le Var avec Bernadette. Tu es maître praticien en hypnose et formateur en hypnose. Pour les praticiens en relation d'accompagnement, c'est là qu'on a fait notre rencontre parce que tu m'as formée à l'hypnose. Tu es originaire de Normandie, tu as vécu dans ton enfance 2 années au Sénégal, ce qui t'a permis de renforcer, de prendre contact avec les valeurs d'acceptation de l'autre et de tolérance. Et dans ta vie professionnelle, tu as été directeur financier, DRH, et par la suite également, tu as passé 4 années aux États-Unis où tu as, on peut dire, subi l'impact psychologique entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On peut dire ça comme ça? Absolument. Ouais. Oui, tout à fait ça. Et puis tu as découvert l'hypnose et tu as voulu te former auprès d'une école sûre, sécure. Et donc tu as été directement chez Olivier Leclerc à l'Institut français de l'hypnose pour te former. Ça fait combien d'années maintenant que tu es praticien en hypnose? Ça fait 8 années, donc j'ai commencé en région parisienne, autour de près de Saint-Maur-des-Fossés, donc avec un petit cabinet qui était dans mon jardin, et voilà, j'ai commencé comme tout le monde, et puis ça a duré 2 ans à peu près, et là ça fait 6 ans maintenant, après être déménagé dans le Var, là je continue le cabinet, même si j'ai décidé depuis quelque temps de lever un petit peu le pied sur le cabinet. Je suis quand même retraité officiellement, donc, mais retraité administratif, mais pas retraité dans ma tête. Donc, le cabinet, 6 ans depuis mon déménagement dans le Var. Et j'avoue que ces 8 années de cabinet m'ont permis de découvrir plein de choses. Voilà, dans le domaine de la thérapie, de l'hypnose, de l'utilisation de l'hypnose en thérapie. On va voir ça. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Jean-Marie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui. Alors, qui je suis? J'ai 66 ans, donc je suis un garçon, comme tu l'as dit, né en Normandie, donc avec des valeurs familiales. Mon père tenait un commerce de combustible, de charbon. Ma mère travaillait avec lui, donc j'ai été élevé dans un univers et dans un environnement où le travail représentait quelque chose, puisque je voyais mes parents se lever à 5 heures du matin tous les jours et se coucher très tard le soir, travailler du lundi au samedi, voire parfois le dimanche. Donc c'est vrai que la valeur travail est une valeur que j'ai pu constater au travers de mes parents. Je dirais que j'ai eu une éducation, somme toute, classique, comme l'éducation qu'on pouvait avoir dans ces années-là, c'est-à-dire un père travailleur, mais qui parle peu, une maman, au contraire, qui s'occupe des choses et qui est là pour nous entourer, nous aider et tout ça. J'ai traversé dans mon jeune âge, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, un divorce qui m'a laissé, je pense, quelques séquelles, comme tout divorce, même un divorce qui se passe très très bien, comme on dit, ça laisse toujours des séquelles. J'ai eu une éducation adolescence normale, j'ai fait mes études, je me suis retrouvé dans la comptabilité sans vraiment forcément l'avoir choisi, mais en même temps, je n'avais pas au fond de moi de passion ou de sens ou d'attirance particulière pour quelque chose. Et ensuite, donc, j'ai grandi, je me suis marié, un premier mariage, un divorce aussi également à mon tour, que je n'interprète pas comme un échec, mais plutôt comme une expérience non aboutie, comme je dis souvent.
Et une deuxième rencontre avec qui continue de durer, je dirais même qui, au-delà de durer, continue même de s'améliorer de jour en jour, où là, j'ai pu vraiment faire l'expérience de ce qu'on appelle une vie de couple. Professionnellement, c'est vrai, tu me l'as dit, je suis allé aux États-Unis. Euh, J'avais passé initialement 2 années en Afrique où j'avais pu voir effectivement, comprendre certaines choses à dimension humaine. Et aux États-Unis, bah, c'est un peu la compréhension des mêmes choses, de la dimension humaine, sauf que c'est totalement différent de l'Afrique noire, même si on retrouve quand même certains éléments, je dirais, qui sont un peu communs dans les rapports et dans les relations humaines, mais surtout la prise de conscience que, oui, la valeur travail, c'est bien, parce que je l'avais découvert au travers de mes parents, et puis je la pratiquais moi-même, mais la valeur travail exacerbée comme euh, une vie en soi, une fin en soi, m'a amené quand même à prendre de la distance avec ça. Et c'est peut-être là que j'ai pris conscience aux États-Unis, finalement, que réussir sa vie, hein, entre parenthèses, ça n'était pas forcément uniquement réussir une vie professionnelle, comme on peut l'entendre, au niveau matériel, au niveau reconnaissance, pouvoir, argent, toutes ces choses-là. Bien au contraire, ça m'a fait prendre conscience de cela, d'où d'ailleurs le fait qu'avec mon épouse Bernadette, nous sommes revenus en France pour redécouvrir déjà nos petits-enfants hein, qui naissaient, et donc redécouvrir peut-être des valeurs hein, un peu plus importantes pour nous. Voilà. Tout ça s'est fait avec bien sûr des hauts et des bas, avec les accidents et les blessures de la vie, mais quelque part dans quelque chose de normal. Et puis ensuite, bah, je m'étais dit que jamais je retournerai en entreprise parce que pour moi, l'entreprise, ça représentait notamment aux États-Unis une expérience où finalement la réalisation humaine n'était pas vraiment présente. Et j'ai eu tort parce que j'ai eu l'occasion de retravailler en entreprise en France et de rencontrer une entreprise dite à taille humaine, dirigée par un humain, quelqu'un qui avait un peu comme moi le sens d'un certain nombre de choses et de valeurs. Donc finalement, ça m'a réconcilié avec l'entreprise et en même temps, ça m'a aussi peut-être permis de me dire, bon, ce que tu as fait là professionnellement, c'est bien, mais est-ce que tu n'as pas envie quand même d'aller plus loin dans finalement ce qui t'a toujours attiré, l'hypnose hein. Donc l'hypnose, je m'y étais déjà intéressé à titre personnel depuis pas mal d'années. Je lisais beaucoup, depuis une vingtaine d'années à peu près, sur l'hypnose, sur le développement personnel, sur toutes ces choses en général. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'hypnose, est-ce que tu peux nous en donner une définition? Alors, l'hypnose, je dirais, c'est d'abord une technique, hein, donc ça s'apprend. Hein. C'est une technique, ça s'apprend, comme ça prendrait n'importe quelle autre technique. Je dirais de relation d'aide, hein, je la qualifie de relation d'aide, c'est-à-dire une technique dont l'objectif, c'est d'apporter du plus hein, à une personne ou à un groupe. Bon. Aujourd'hui, l'hypnose est pratiquée dans le milieu hospitalier pour permettre de faire des anesthésies, pour apprendre les personnes à gérer la douleur. Donc, là, il y a toujours cette idée d'amener du plus à quelqu'un, d'aider quelqu'un. L'hypnose, au-delà du fait que c'est un outil, il faut savoir que c'est un outil qui utilise ce qu'on appelle l'état modifié de conscience, c'est-à-dire un état dans lequel notre cerveau se met entre l'éveil et le sommeil. Donc, c'est un état que peu de gens connaissent finalement, puisque la seule fois où tu connais cet état, c'est le soir quand tu vas te coucher, que tu quittes l'éveil pour entrer dans le sommeil, ben, tu passes par cet état modifié de conscience, très peu de temps d'ailleurs, quelques minutes, qui est l'état modifié de conscience. L'hypnose est justement la caractéristique de l'hypnose, c'est de choper, prendre ce moment dans lequel tu passes à un moment donné, d'y rester et de faire un travail. Et alors, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi on fait ce travail à ce niveau de modifier de conscience? Qu'est-ce que ça apporte? En fait, on s'est rendu compte que quand on était dans cet état, ça permet aux personnes de prendre beaucoup plus conscience des choses. C'est-à-dire qu'on est dans un état où on a beaucoup de mal à se mentir à soi-même, on a beaucoup de mal
à enterrer des choses qu'on aura envie d'enterrer. On est un peu, comme je dis toujours, on est nu psychologiquement. C'est vraiment un état dans lequel, et finalement, cette nudité psychologique permet, d'accord, à une personne de prendre conscience des choses. Et donc, prendre conscience des choses, ben, c'est le premier outil de la psychothérapie, c'est-à-dire de dire « Ah oui, tiens, finalement, je pensais que j'étais comme ça, mais en fait, non, je suis comme ça. » Ou je pensais que les choses étaient comme ça, et en fait, ben non, en fait, c'est comme ça. Tiens, je pensais, pour prendre un exemple, avoir fait le deuil de mon papa, de ma maman, de ma grand-mère et tout. C'est réellement ce que je pensais, hein. Quand je suis en pleine vigilance, c'est vraiment ce que je pensais, avec une petite larme de temps en temps, mais c'est tout. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que je vais dans cet état d'hypnose, qu'en fait, pas du tout. J'ai toujours des choses qui sont là en moi par ce deuil qui n'a pas été fait. Donc, l'hypnose, c'est un outil, hein, il faut bien le prendre comme un outil qui va te permettre d'accéder à la psyché de certaines personnes et surtout à la psyché peut-être un peu plus profonde, hein, de choses qui sont cachées. Je rajouterais aussi que le fait de pratiquer l'hypnose et notamment la psychothérapie, parce que tu peux faire de l'hypnose sans forcément faire de la psychothérapie, tu vas l'utiliser comme un outil comme ça pour dire à quelqu'un, bah, vous mangez les ongles, bah, je vais vous parler un petit peu et puis on va demander à votre cerveau de ceci, de cela, comme ça vous ne mangerez plus les ongles. Ça marche. Hein, l'hypnose a été utilisée, toujours utilisée comme ça depuis des années. Aujourd'hui, on essaie de donner un sens nouveau à l'hypnose qui est justement peut-être d'amener la personne à s'interroger pourquoi je me mange les ongles. Ah, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. On ne sait pas, c'est très difficile parce que n'importe quelle personne qui travaille en psychologie, en psychothérapie, est toujours dans l'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais, on n'est jamais certain qu'il se mange les ongles parce que ceci ou parce que cela. Donc on a des outils qu'on utilise en état d'hypnose, qui sont des outils qui sont propres à l'hypnose, mais qu'on retrouve également dans d'autres disciplines, qu'on va travailler et on va utiliser cet état modifié de conscience pour essayer d'amener la personne justement à retrouver, à prendre conscience, à s'interroger sur effectivement des choses qui lui sont arrivées dans sa vie d'enfant, d'adolescent ou d'adulte, qui pourraient expliquer pourquoi elle se mange les ongles. Et si tu arrives à travailler et à trouver et à régler, eh bien automatiquement, ce que j'appelle le symptôme, c'est-à-dire le fait de se manger les ongles de façon anormale, va disparaître. Donc l'hypnose, globalement, si tu regardes bien, quand tu l'utilises comme moi je l'utilise en psychothérapie, en cabinet, c'est un outil. Finalement, je dis que notre métier, nous sommes comme des accélérateurs de prise de conscience, c'est-à-dire qu'on va amener les personnes à prendre plus conscience des choses et arriver à se libérer finalement de ce pourquoi ils sont venus te voir. Voilà. Merci. Je pense que c'est bien compréhensible. Ouais. Et du coup, toi, tu as rencontré Olivier Leclerc? Oui, donc oui, c'est au-delà d'une formation, c'est aussi une rencontre parce que c'est un homme, comme je dis toujours, comme Obélix, il est tombé dedans quand il était tout petit. L'hypnose, il l'a pratiqué tout jeune, hein, je crois adolescent, il l'a pratiqué sans savoir que ça s'appelait l'hypnose. Après, en rencontrant des gens, il s'est rendu compte que il arrivait par la discussion à amener des gens justement dans cet état modifié de conscience et amener à des changements, à des modifications, toujours positivement, bien sûr. Donc, il a créé cette école et c'est vrai que au-delà du fait qu'il enseigne l'hypnose, c'est aussi un être humain qui a une certaine philosophie de la vie et que sa philosophie de la vie, finalement, elle me parlait, elle résonnait en moi. J'y retrouvais des choses, des valeurs, des choses que je partageais également. Et donc, je suis allé en formation chez lui et pour moi, cette formation a été comme une sorte de révélation. Je me souviens, même pendant la formation, très tôt, hein, les premiers jours, je me disais, mais pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt? La réponse, je l'ai eue après. Sur le moment, il y avait comme une sorte de regret, tu vois, de me dire, mais j'arrive maintenant, je crois qu'à l'époque, j'avais 55 ans, ou, oui. Et je me disais, mais mince, tu aurais dû faire ça plus tôt, tu as perdu du temps et tout.
Et finalement, non, parce que la réponse, je l'ai eue après. Il fallait certainement que je passe par ce par quoi je suis passé pour peut-être moi-même prendre conscience du fait que ça y est, c'est ça que je voulais faire. Et ça a été comme une sorte de révélation, cette formation. Et voilà, une petite anecdote. On travaillait à comprendre l'état modifié de conscience, tu vois, donc on s'entraîne entre élèves comme ça. Et je me souviens, parmi les premiers tests pratiques qu'on avait, on devait apprendre à mettre quelqu'un en état modifié de conscience et puis après lui poser une question. Alors, je me souviens, un jeune garçon et tout, et puis à un moment donné, je lui dis ça va? Et puis je vois qu'il a une petite larme quand même. Je lui dis oh, je vois que tu as une petite larme, tu peux me dire pourquoi tu as une petite larme? Et il me dit mais j'ai perdu mon grand-père il y a quelques mois maintenant, et à chaque fois que même la nuit quand je m'endors ou que je me mets dans un état un peu de tranquillité, j'ai toujours cette tristesse qui revient. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai dit comme ça, écoute, tu l'aimais beaucoup, ton grand-père? Me dit oui, c'était pour moi, c'était tout, c'était mon père, il m'avait élevé, tout ça. Je dis ok, j'en parlais. Hein. Je dis écoute, tiens, fais-le venir, on va le faire venir, comme ça, imagine qu'il arrive dans une espèce de capsule de lumière et tout, et puis dis-lui ce que tu as eu et dire. J'ai fait ça naturellement. D'ailleurs, le superviseur qui est venu, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, il m'a dit ça, il m'a dit non, mais là, on n'est pas là pour faire ça, on est là pour s'entraîner. Et finalement, avec le recul, quand j'ai appris après à faire ce qu'on appelle un deuil en hypnose, hein, quelques mois plus tard, je me suis dit, tiens, voilà, ça veut dire que c'était, je ne dis pas que j'étais fait pour ça, mais que j'avais peut-être une sensibilité à ce genre de choses. Et finalement, ça m'a rassuré sur le fait que j'étais sur le bon chemin. Donc finalement, c'est ça, Locker. C'est quelqu'un qui, peut-être pas pour tout le monde, mais du moins pour certaines personnes qui l'ont rencontré, a permis à favoriser cette ouverture et cette compréhension. Merci. Quelles ont été les 3 grandes fiertés dans ta vie? 3 grandes fiertés dans ma vie. Je dirais que la première, et encore, je ne sais pas si on peut faire de prioriser ou prioriser, je ne sais pas comment on dit, mais je dirais qu'une importante, c'est ma vie de couple. Hein, je pense que le fait d'avoir, même si j'ai eu une expérience non aboutie parce que j'ai eu un premier divorce, mais je veux dire que la personne Bernadette que j'ai rencontrée ensuite, on a eu également un enfant, Mathilde, qu'on a élevé, qui est venu d'ailleurs avec nous aux États-Unis, et je dirais que je parlerais de réussite dans le sens où tout s'est bien passé, malgré le fait qu'on sait qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, que donc on a traversé des écueils. Mais j'ai l'impression, si tu veux, qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, ça continue d'être mieux, hein, de mieux en mieux. C'est-à-dire que je pense que la vie de couple fait partie également, je ne veux pas parler d'outils, mais d'un passage, un grand passage d'ailleurs dans sa vie, où on apprend finalement à comprendre des choses, et ça permet d'ailleurs également de se développer personnellement. Hein. Donc, ce qui m'amène à la deuxième chose, c'est la première chose importante, c'est vraiment cette réussite dans ma vie de couple, avec Bernadette. Je ne parlerai même plus de réussite professionnelle, parce que pour moi, même si aujourd'hui je fais de l'hypnose dans mes activités, je parlerai plus d'une occupation, d'une passion. Hein, la notion de professionnel ou de réussite professionnelle me parle plus trop maintenant. Donc, ça, je dirais que c'est la première chose. La deuxième, c'est peut-être tardivement, mais c'est d'avoir compris pourquoi, quand j'étais jeune adulte, je me sentais toujours un peu différent des autres. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu ne connais peut-être pas le monde de la finance, le monde de l'entreprise, mais directeur financier dans une entreprise, quand on faisait ce qu'on appelle des séminaires et qu'on se retrouvait à une trentaine ou une quarantaine de directeurs financiers du groupe, et donc on avait 2-3 jours en séminaire où il y avait des activités, des choses comme ça, des échanges, des discussions et tout, je ne me sentais jamais comme appartenant quelque part à ce monde, par rapport aux valeurs, hein, par rapport au fait que certains passaient plus de temps à parler
le dernier modèle de Mercedes ou le dernier ceci ou le dernier cela, là, et ça ne me parlait pas. Hein. Et que quand j'avais la chance dans l'environnement de l'entreprise de trouver une personne sur laquelle un échange de valeurs était partagé, j'étais heureux, j'étais content. Mais en même temps, je me rendais bien compte que c'était un petit peu comme une boule rouge dans un grand seau rempli de boules bleues. Quelque part, voilà, j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas être vraiment dans ce que je voulais faire. Et donc, la deuxième fierté de ma vie, c'est d'avoir un jour, par la découverte de l'hypnose, à avoir réussi à me dire, ça y est, là maintenant, j'arrive à être beaucoup plus moi-même. Donc, tu sais, l'hypnose, c'est pas seulement quelque chose qu'on fait à un moment donné. Je vais au cabinet, j'ai des clients, je les rencontre, j'échange et tout ça. Et puis après, je rentre chez moi et je redeviens une autre personne. En fait, c'est une philosophie de vie aussi. C'est le fait de pouvoir se dire tout ce qui est lié pour moi au pouvoir, à la violence, à l'argent, tout ça, sont des valeurs qui sont de moins en moins importantes pour moi. Et finalement, je privilégie à l'inverse des valeurs comme le plaisir de regarder, comme tout à l'heure, deux tourterelles, tu vois, qui étaient sur la base de la piscine, en train de boire et puis et d'avoir plaisir à les regarder. Et c'est de retrouver des valeurs comme ça, qui sont peut-être des valeurs de la nature, un peu plus importantes. Et ça, je me dis que c'est grâce à l'hypnose, donc c'est une certaine forme de fierté, je dirais effectivement. La troisième chose qui est venue un peu après, qui est plus récente maintenant, mais qui pour moi prend toute sa mesure, c'est la transmission. Alors bien sûr, la transmission, tu le fais déjà dans un couple, hein, quand tu vas élever un enfant, un petit garçon, une petite fille, et que tu vas transmettre. Mais l'importance de la transmission. Je dis souvent aux gens d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, dans ce que vous allez transmettre à vos enfants, vous ferez des conneries. Parce que arriver à transmettre sans faire de conneries, ça n'existe pas. Nous restons avant tout des êtres humains. Mais la transmission, là, sur justement ces valeurs, parce que bien sûr, je transmets l'hypnose, je transmets des techniques d'hypnose, je transmets voilà comment vous allez essayer de faire avec un client et tout ça. Mais au-delà de tout cela, ma fierté, c'est de me rendre compte que j'arrive à transmettre aussi, et c'est ça qui est le plus important pour moi, ce sont des valeurs de la vie. Alors, bah oui, quand je dis un bon thérapeute, c'est un thérapeute qui va savoir travailler dans la bienveillance, dans l'alliance, dans la gentillesse, dans la lumière, dans l'amour. Au contraire, qui ne sera pas dans la rancœur, dans la colère. Bon. Ça, c'est important parce que je me rends compte que finalement, ce qui aide aussi à sortir des gens de leur marasme, de leur bad, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est justement, non pas parce que toi, tu es thérapeute et que tu as la solution et que tu vas faire ça. Non, c'est parce que tu vas pouvoir transmettre aux gens une façon de faire, une façon d'être, qu'ils prendront ou qu'ils ne prendront pas d'ailleurs. D'accord ? Mais que tu sais qu'en transmettant, quelque part, tu transmets des vraies valeurs. C'est-à-dire, c'est un peu comme si maintenant j'avais conscience que je transmettais quelque part une forme de vérité, hein, qui est une vérité humaine, toute simple, et qui n'appartient pas à certaines personnes et qui ne doit pas appartenir à d'autres, pas du tout. Qui est en fait une sorte finalement de partage. Donc, je dis toujours aux gens, il vous appartient à vous de décider aussi si vous voulez transmettre, d'avoir cette foi, parce que vous l'avez. Simplement, il s'agit d'en prendre conscience et de décider d'y aller. Après, c'est entre vos mains et voilà. Et j'ai envie de dire qu'en même temps, c'est confortable. C'est un peu comme quand tu sens que finalement, tu es sur une sorte de rail, que tu n'es plus sur un chemin caillouteux où il y a des trucs et tout. Là, tu es sur une forme de rail où finalement, les choses glissent. Ah. Ce qui n'empêche pas les écueils de la vie, bien sûr. Écueils, expériences, moi j'appelle plutôt les expériences de la vie, qui ne sont pas forcément toujours là par hasard. Mais voilà, cette troisième fierté, pour moi, c'est ce plaisir à transmettre aux autres. Ai-je bien répondu ?
Tout à fait. Je suis tout à fait en accord avec toi. C'est vraiment l'essentiel du travail que j'essaye aussi d'amener sur mon chemin. Voilà. À chacun son chemin, comme on dit. Ouais. D'ailleurs, dans notre société, il y en a beaucoup d'entre nous qui ont du mal à s'aimer tels qu'ils sont, à la fois humainement imparfaits et puis en essence divin. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de pureté à l'intérieur de soi quand on arrive à y plonger. Où Ouais. est-ce que tu en es, toi, dans ce cheminement d'amour propre? Alors, oui, euh, ça déjà, tu vois, c'est quelque chose que j'avais lu et que j'avais bien aimé et que j'avais adhéré dans la philosophie d'Olivier Lequert, hein, dans ce qu'il appelle l'hypnose humaniste, il parle de divin hein, dans son bouquin. Il parle un peu d'un être humain comme finalement le grand un. Nous sommes uniques et nous sommes à la fois des êtres humains, mais nous avons en même temps en nous une part de divin. Et puis la définition du divin qu'il donnait, c'est bien sûr, comme il disait, c'est propre à chacun. Hein. Peut-être pour des gens qui vont aller dans la religion, ce divin, ça va être Dieu, Jésus, Bouddha ou Allah, ou chacun à sa mesure. Lui, il essayait de prendre un peu de hauteur comme ça, en essayant justement de ne pas humaniser ce divin, en essayant de ne pas lui donner, même si des prophètes, comme il disait, sont venus sur Terre, pour lui, le divin, c'était un peu comme une sorte de un créateur. Sous-entendu, nous ne sommes pas là par hasard et tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit là, c'est pas par hasard. Moi, ce que j'ai pris de tout ça, c'est que on a cette double part, hein, cette double appartenance à la fois d'humain et d'humain, et qu'il ne faut jamais vouloir faire un choix. En fait, finalement, nous sommes les deux. Et si je devais si je devais l'illustrer, hein, j'en parle pas dans mes formations de ça, mais si je devais l'illustrer, je l'illustrerais, tu sais, comme une sorte de continuum. C'est-à-dire que là, tu pars d'un être humain et puis voilà, tu es divin, mais toujours, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur ce continuum, tu as toujours une part d'humain, une part de divin en toi. La part d'humain, c'est celle qu'on connaît, c'est-à-dire l'être humain avec ses faiblesses, avec ses blessures, avec ses émotions, avec et là, il n'y a pas de limite. Hein, je veux dire qu'on on peut définir tout ce que l'être humain peut rencontrer dans sa vie, dans ses blessures de tous les jours. La part de divin, justement, à l'inverse, en est que une prolongation. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette blessure, qui est une blessure purement humaine? Est-ce que je vais pouvoir la transformer, hein, la sublimer, comme on dit, pour justement me dire, ah, bah finalement, peut-être que ce que je suis en train de vivre là actuellement, ça fait partie de mon développement personnel, ça fait partie de réussir à savoir qui je suis. Hein. Ce que j'ai compris de cela et mon cheminement aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt que de dire euh, je fais les choses, j'écris, j'entends les choses, je comprends les choses. Maintenant, j'ai plutôt tendance à me placer plutôt dans je suis. Donc, dans le je suis de l'instant présent, et même à la limite, quand il m'arrive quelque chose, entre parenthèses, d'humainement négatif, quel qu'il soit, parce qu'encore une fois, on n'habite pas et on ne vit pas dans un monde de bisounours, mais il t'arrive la perte d'un être cher, il t'arrive des choses qui te touchent, hein, parce que bon, si c'est t'as crevé avec ta voiture et tout, il y a longtemps que tout ça ne fait plus partie des choses qu'on ne supporte plus. Au contraire, quand il t'arrive des choses comme ça, tu vas essayer de trouver et d'interpréter ou de comprendre pourquoi ça t'est arrivé. D'accord et, et ça, je crois que c'est ce qui est le plus difficile, en fait. Hein. Comme tu parlais de chemin, ben, je crois que le chemin vers la connaissance de soi, ça passe par cette compréhension de qui l'on est et surtout l'apprentissage de se sentir de moins en moins ou mal affecté par les choses. Et que comme parfois on peut être triste, parce que l'être humain, c'est normal qu'il soit triste. Donc quand tu perds quelqu'un, tu es triste, c'est normal. Ça, il ne faut pas le retirer, parce que tu ne serais plus humain si on te retirait ça. Donc la tristesse, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être en colère. Mais ce qui est moins normal, c'est d'en faire une raison de vivre et de rester dedans.
Et au contraire, si tu arrives à sublimer ça, si tu arrives à, j'aime pas le terme de gérer ses émotions, parce qu'il y a l'idée de gestion, mais plutôt d'arriver à accepter ses émotions et à les transformer en quelque chose de positif pour toi, je crois que tu avances sur le chemin finalement. Alors bien sûr, hein, ça t'éloigne dans les actualités, donc tu continues toujours d'être un être humain, donc et tu l'acceptes, mais en même temps, tu as pris conscience que ce que tu es en train de vivre, et même parfois quand c'est des blessures, c'est pas par hasard. C'est quelque part, du côté divin, il y a quelque chose à trouver, une explication. Voilà. Donc, tu vois, c'est un peu. Et tu vois, je suis un scientifique, je le dis toujours. Hein, je dis souvent aux gens, je suis le plus scientifique des scientifiques. Et quand je lis des scientifiques reconnus, hein, dire peut-être que dans la science d'aujourd'hui, ce qu'on a un petit peu oublié, malheureusement, qu'on a retiré, qui existait il y a 1000 ou 2000 ans, mais qui n'existe plus maintenant, dans notre science d'aujourd'hui, on a retiré ce qu'on appelle l'amour, la bienveillance, l'esprit humain finalement, on l'a retiré de la science. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est très difficile parce que dès qu'il se passe quelque chose d'inexplicable ou d'inexpliqué, eh bien, un scientifique pur et dur va dire « Ah, c'est pas scientifique ça, puisqu'on n'a pas d'explication. » Or, c'est faux. Le divin, pour moi, c'est de la science inexpliquée. Mais quelque part, c'est de la science. J'ai été clair. Oui, tout à fait. Moi aussi, je suis de formation scientifique aussi, je suis chimiste à la base. Et déjà vers 16-17 ans, je me souviens de conversations que j'avais avec mon prof de physique quantique on travaillait sur la matière, qu'est-ce que c'est que la matière, et on descendait comme ça de plus en plus petit en disant mais la vie, c'est quoi? Cette énergie de vie là qui fait que tout vit autour de nous. Et voilà, quand on pousse, quand on discute avec des scientifiques qui sont pointus, ils ont conscience de cette Oui, part divine. oui, oui. Oui, je crois que Einstein avait des expressions comme ça à la fin de sa vie. Hein. Il disait, lui qui a quand même été à l'origine de la relativité générale, il disait Dieu joue au dé, ou de toute façon, Dieu il est planqué. Enfin, il avait des trucs, une forme d'humour comme ça, où il avait compris que on peut aller le plus loin possible dans la compréhension de nos équations scientifiques. Il y a une part de divin quelque part qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on ne comprend pas. Et c'est vrai, tu as parlé de physique quantique. C'est vrai qu'en physique quantique, ben, on remet tout, on remet les compteurs à zéro parce qu'on a du mal à comprendre. Parce qu'on se dit, non, comment c'est possible que nous soyons dans un événement qui a pu avoir lieu, mais qui pourrait avoir lieu dans plusieurs endroits et de façon différente en même temps. On n'arrive pas à concevoir ça. Qu'un objet ou une molécule peut être à la fois dans un endroit et en même temps dans un autre endroit, que la notion de temps et d'espace en physique quantique n'existe pas, qu'on n'est que dans une dimension d'information, sous-entendu, alors ça veut dire que dimension d'information, ça veut dire que le temps linéaire n'existant pas, si j'ai eu plusieurs vies, plusieurs incarnations, ça veut dire que j'aurai accès à toutes ces choses. Enfin, voilà, on ne comprend plus. Hein, on comprend plus. Ou des portes qu'on n'a pas forcément envie de voir. Il y a des portes qu'on n'a pas forcément envie de voir. Moi, je vais jusqu'à peut-être dire et penser, enfin, je me pose la question, hein, parce que je suis toujours dans l'incertitude, hein, je ne suis jamais dans la certitude, c'est me dire, est-ce que peut-être notre cerveau n'est pas encore prêt, hein, parce qu'à niveau du branchement des neurones et tout, il y a encore des portes qui ont été verrouillées et que peut-être ça, un jour, on y aura accès et qu'on aura possibilité. En tout cas, il y a des gens aujourd'hui que je qualifierais qui sont même des scientifiques, hein, des médecins et tout, et qui vivent des expériences dans lesquelles on est incapable de donner une explication scientifique sur base des lois qu'on connaît aujourd'hui, hein, toutes les expériences de mort imminente, les gens qui font des sorties hors du corps, toutes ces choses-là. Alors on dit non, non, c'est du surnaturel, on ne comprend pas. Non, 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 c'est de la science inexpliquée. Et la science s'y intéresse à fond. Absolument. Sur ce chemin de reconnexion à toi, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as senti un gap, un changement, où tu te dis j'arrête de chercher à l'extérieur et c'est à l'intérieur de moi que je vais prendre soin? Oh ben oui, je crois que c'est pas forcément quelque chose qui est venu comme ça d'un seul coup. C'est un peu comme
tu vas remplir quelque chose avec du sable et puis à un moment donné, c'est arrivé à un certain volume de sable que le sablier va tourner. Alors ce moment-là, je dirais qu'effectivement, bon, si je dois donner, je dirais que c'est vraiment quand je me suis lancé dans cette nouvelle passion qui était l'hypnose, quand vraiment je me suis retrouvé en face d'une personne qui venait me voir pour que je l'aide. Et là, je me suis dit, OK, c'est là vraiment que tu vas te montrer à toi-même, parce que, encore une fois, la posture du thérapeute qui va consister à dire, moi, je suis complètement à part, je suis là, j'aide la personne, mais je n'ai rien à voir, j'y crois pas trop, comme je crois qu'il y a toujours ces histoires d'énergie, de lien entre nous. Un client qui vient te voir, il y a toujours quelque chose qui passe, hein, et parfois, d'ailleurs, c'est pas agréable parce que ce qu'il t'envoie, c'est pas forcément agréable. Mais bon, quelque part, il n'en a même pas conscience. Et je me suis dit, effectivement, quand j'ai commencé vraiment à faire du cabinet, là, je me suis dit, ça y est. C'est vraiment là où le point de bascule, où vraiment, maintenant, tu es dans l'accomplissement de ton chemin. Je dirais que c'est ce moment-là où j'ai pris conscience de ça. Ouais. Merci. Et au quotidien, c'est pas toujours évident de rester connecté à son essence. On est tous différents avec des besoins et des moyens différents d'y faire venir, mais chaque expérience peut en enrichir les autres. Est-ce que tu pourrais nous livrer ce qui fonctionne sur toi en ce moment, la façon dont tu prends soin de toi? Alors, oui, je dirais que, par exemple, bon, ce qu'on entend partout, tous les jours, dans tous les magazines, ou dans les émissions bien intentionnées, c'est prendre soin du corps. Prendre soin du corps, le sport, l'activité physique, enfin tout ce qu'on peut. Avec la compréhension que c'est pas forcément en allant soulever de la fonte, comme on dit, 3 fois par semaine dans un club, que c'est fortement ça, prendre soin du corps. Je dis pas que ça n'est pas ça. Je dis simplement que moi, j'ai pris conscience que prendre soin du corps, c'est important, mais c'est qu'est-ce que j'ai dans ma tête quand je suis en train de prendre soin du corps. C'est-à-dire, si je suis en train de faire un exercice physique, mais que dans mon fort intérieur, je suis en train de le faire parce que je dois le faire, parce qu'il faut faire du sport, hein, comme on nous. Je pense que le corps ne comprend pas forcément ce que tu es en train de faire. Donc finalement, oui, aujourd'hui, parmi les trucs que je fais, quand j'ai une activité physique, hein, moi je fais beaucoup de jardinage, hein, donc je ne vais plus dans les salles de sport et toutes ces choses-là, mais quand je vais marcher ou quand je vais faire du jardin, dans ma tête, je suis également à ce que je fais. C'est-à-dire que je me dis, voilà, prends conscience de ce que là tu es en train de faire, tu le fais, c'est du plaisir. Tu ne le fais pas, ce n'est pas une obligation. Et j'y mets du plaisir. Quand tu vas te balader, que ce soit en forêt ou n'importe quoi, tu peux te promener et puis ne pas être là. Quand tu te promènes, mais que tu t'inspires du moment présent en regardant les arbres, la nature, ah tiens, cet arbre, il est malade. Comment ça se fait? Puis j'ai remarqué, c'est pas le premier, j'ai remarqué, il y avait d'autres arbres qui étaient malades. Puis après, tu rentres, tu vas sur Internet et tu dis, tiens, il y a des pins malades et tout. Puis on te dit, oui, tiens, dans ta région, il y a. C'est-à-dire que quand tu fais les choses, tu les fais, mais à la fois le corps et l'esprit marchent ensemble. Comme quand tu vas faire un travail de concentration sur toi, de méditation, tu vas apprendre à te mettre en état modifié de conscience, hein, ce qu'on appelle l'auto-hypnose, simplement pour, eh bien, c'est important d'être dans un endroit où physiquement tu te sens bien, où tu es à l'aise, où tu es, voilà. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, quand tu vas faire ce type de travail, qui va être plus un travail où tu vas faire travailler plus l'esprit que le corps, eh bien, c'est quelque chose que tu vas également, c'est-à-dire que je vais le faire dans un endroit où vraiment je me sens bien. Donc ça fait partie des petites choses que je mets dans ma vie de tous les jours. Ce que je fais aussi, c'est j'évite d'être un ayatollah. Tu vois, ce que j'appelle par exemple les ayatollahs dans la nourriture, les ayatollahs du tofu,
où effectivement tous les produits mauvais sont interdits, qu'il faut tomber dans des choses extrêmes. Parce que je me dis toujours que quelque part, bien sûr, c'est important de prendre soin de la façon dont on mange, mais qu'en même temps, il ne faut pas oublier quelque chose. Il y a ce que j'appelle le plaisir. Et le plaisir fait de l'être humain, fait partie de l'être humain. Et parfois, même si ce n'est pas recommandé, ce n'est pas grave si tu fais ou tu manges quelque chose, mais que tu es dans le plaisir. Je pense que le bénéfice du plaisir que tu as retiré, donc, est quelque chose de psychique, est certainement plus important, ne serait-ce que pour ton système immunitaire, que le pas bon de ce qu'il y a dans ce produit et tout. Donc, l'idée, c'est, dans tout ça, c'est que dans ma vie de tous les jours, j'essaie toujours de mettre de l'équilibre. C'est-à-dire, je ne vais pas manger 3 pots de Nutella par semaine, mais je ne m'interdis pas un jour de dire, tiens, je vais manger une crêpe au Nutella. Donc, c'est de savoir rester là-dedans. Et finalement, d'être toujours un peu dans de ne jamais être ce que j'appelle un ayatollah ou un extrémiste. De la même façon, dans ta vie de tous les jours, un truc qui est très bien aussi, c'est quand tu as une certitude qui te vient pour n'importe quel problème, pour ce que tu peux voir dans l'actualité, pour la façon dont tu as parlé ta belle-sœur, ta belle-mère, n'importe quel. Et tu as une certitude en toi, c'est de toujours te dire peut-être, de toujours introduire dans ta vie que les certitudes, c'est pas forcément ce qui fait avancer les choses. Et de se dire parfois que oui, peut-être, ouais, peut-être que c'est ça, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et même dans le métier d'hypnothérapeute, quand tu travailles avec quelqu'un, souvent ça t'arrive de dire oh là là, tout ce qu'elle m'a raconté et tout, je suis sûr que ce qu'elle a là, ça vient de cela. Non, peut-être que ça vient de ça. Et en introduisant ça même dans ta vie personnelle, eh bien finalement, tu te rends compte qu'en étant toujours dans peut-être, oui, et en sortant de ce système de certitude dans lequel on nous a élevés, on nous éduque là-dedans, eh bien ça te permet de prendre beaucoup de distance, de la distanciation. D'accord? Et cette distanciation, j'ai un mot que je mets dessus, j'appelle ça la sagesse. Alors c'est vrai, qu'en vieillissant, en prenant de l'âge, en étant plus en adéquation avec ce que je fais, c'est réellement ce que je pense que j'ai envie de faire, tu acquiers une sorte de sagesse et c'est très, très, très agréable à vivre. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que ça t'éloigne de la peur de la mort, parce que nous sommes des êtres humains et la peur de la mort, on l'a tous. Même si certains disent non, mais moi, non, on l'a tous. Mais ça te donne une certaine distance où, avec cette sagesse, tu vois peut-être finalement l'être humain sous un angle différent et tu te vois toi de toute façon plus sous un angle différent. Et puis, voilà, ça t'amène à ne pas hésiter à parler à toi-même, à te parler à toi-même, je sais pas. Voilà. C'est un peu une posture, j'ai envie de dire, qui est très personnelle et très intime, qu'elle est propre à chacun. Et je crois que le chemin de toutes ces petites règles et tout, on se les construit soi-même, à chacun de les vivre comme il a envie de les vivre. Moi, je trouve que la peur de la mort me donne du goût à la vie. Oui. C'est pas subi de oh mon Dieu, peut-être que je vais mourir. Non, c'est justement, je sais que je vais mourir un jour et du coup, je goûte encore plus à cette saveur de joie d'être en vie, quoi. Et que les gens qui sont autour de moi vont mourir aussi un jour. Et donc, je dois savourer aussi le fait, je sais pas combien de temps je vais passer avec eux. Donc, je veux savourer vraiment ça. Mais tu sais, c'est un peu, je prenais toujours l'exemple des gens qui travaillaient en entreprise, et puis qui travaillaient vraiment parce qu'ils étaient obligés de travailler pour gagner de l'argent. Et dans leur tête, ils voyaient la retraite, à l'époque c'était 60 ans, comme l'espèce de Graal. Et donc ils étaient là, à ces jours, ils économisaient, machin et tout, en disant, voilà, je vais avoir le jour de mes 60 ans, c'est le Graal. Et en fait, l'expérience montre que pas du tout, parce que quand ils arrivent à 60 ans, quand ils y arrivent, bien sûr, bien, parce qu'ils ne travaillent plus, certes, mais toutes leurs angoisses, toutes leurs peurs, toutes ces choses, s'ils n'ont pas appris justement à être en paix avec ça, eh bien, c'est là. Donc, de toute façon, ils auront toujours peur de quelque chose et ils auront. Donc, finalement, tout ça, ça résume à l'instant présent.
vivre dans l'instant présent. Hein, voir tout ce qui est autour de toi, vivre machin, accepter, éviter d'être trop dans les certitudes, et puis de se dire que finalement, en étant dans cette façon d'être, et puis en osant également, parce que c'est pas parce que tu as 75 ou 80 ou 85 ans que tu ne vas plus oser faire des choses comme ça. Tu sais, on voit des gens, hein, moi j'ai vu des gens qui malheureusement nous ont quittés, mais quand on les interrogeait sur pendant la fin de leur vie et tout ça, j'entendais dans leur discours qu'ils avaient compris ça. Ils l'avaient compris. Ils avaient compris cette sorte de sagesse et de distanciation, justement, par rapport à la mort, par rapport à la maladie, par rapport à toutes ces choses. Voilà. Jean-Marie, pour clôturer cette interview, quel secret la vie t'a apporté que tu souhaiterais léguer à ce monde? Ah, ouais. Moi, je dirais. Alors, je vais te l'illustrer par des mots. Amour, lumière, bienveillance, non-jugement, sagesse, positif. On peut monter aussi d'un degré sur des choses peut-être plus l'âme, la grande conscience. Qu'est-ce que la création? C'est-à-dire qu'en fait, je crois que la vie, c'est tout ça. Et que finalement, c'est un exemple que je prends toujours. Hein. Je dis que l'univers, il a été fait de telle façon que du côté du sombre, du mal, du froid, il y a une limite qu'il n'y a pas de l'autre côté. Hein. Donc, le froid, c'est le zéro absolu, moins 276 degrés, je ne sais plus combien. Et dans l'univers, il n'y a pas plus froid que ça. Moins 400, moins 500, ça n'existe pas. Par contre, dans le domaine de la chaleur, je quitte le froid pour aller dans la chaleur, il n'y a pas de limite. Tu fais la même chose avec le noir. Quand il fait noir, il n'y a pas plus noir que noir. Noir, c'est noir, comme disaient certains. Mais que quand tu vas dans l'autre sens, tu quittes le noir pour aller vers la lumière n'a pas de limite, c'est infini. Tu pourrais faire la même chose pour la haine et pour l'amour. Donc, finalement, le chemin de vie et le secret, un petit peu, quand tu es dans la vie, c'est que plus tu vas être vers la lumière, vers la chaleur, vers l'amour, plus tu vas aller vers cela, plus tu vas finalement être sur ce chemin de vie qui fait que, je ne dis pas que tu ne seras plus un jour ou l'autre un être humain, mais tu vas rentrer dans une sorte d'élévation, voilà, d'élévation humaine, hein, et qu'aujourd'hui, si ça tu le prends comme une sorte de philosophie de vie et que tu le mets dans ta vie de tous les jours, eh bien j'ai remarqué, tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, et je pense qu'il y a une chose qu'on appelle les synchronicités qui explique ça, c'est que bien souvent, quand tu es bien dans la vie, quand tu es bien dans ce que tu fais, quand tu es dans la bienveillance, quand tu es dans la lumière et tout ça, comme par hasard, la vie t'envoie moins de bad. Marrant, ça. Comme si quelque part, ceux à qui on envoyait le pas bien, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose, une valeur peut-être qu'ils n'ont pas bien interprétée ou qu'ils ne sont pas dans la bonne posture. Et finalement, plus tu fais confiance à la vie, plus tu es dans la vie, plus tu acceptes les blessures de ta vie et qu'au contraire tu les sublimes, plus finalement la vie t'en enverra de moins en moins de ces choses négatives. D'accord ? Voilà où j'en suis, sur mon chemin et sur la compréhension Moi, de je la vois vie. les difficultés de la vie comme des cadeaux de la vie qui nous donnent pour nous faire évoluer. Et quand on ne comprend pas une première fois, ça revient une deuxième fois, mais plus fort, pour qu'on comprenne un peu mieux. Puis si on ne comprend pas, une troisième fois encore plus fort pour qu'on comprenne. Voilà. Et bon, moi, Parfois, il faut plusieurs vies je me d'ailleurs suis pour pris pas mal comprendre. de baffes avant de comprendre. C'est mon expérience que j'ai de ça. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait... c'est pareil pour tout le monde, en fait. On est tous des êtres qui sommes amenés à évoluer. Et c'est juste que des fois, on se prend les baffes et on ne comprend pas pourquoi. Voilà. Mais
Mais tu sais, Stéphanie, quand tu as en face de toi une dame dans ton cabinet qui vient te voir, qui est au fond du trou parce qu'elle a perdu un enfant, ce qui est pour moi une des choses parmi les plus difficiles qu'un être humain puisse vivre. Et qu'effectivement, il va falloir lui expliquer, comme tu viens de me le dire très justement, Non, que ça pas fait que. partie des blessures. Tu sais que tu vas ramer, là. Tu sais que tu vas ramer parce que tu sais que d'un côté, c'est très difficile pour elle de l'accepter, mais tu sais en même temps au fond de toi que c'est sa seule façon d'en sortir. Il y a quand même une phase D'acceptation. d'acceptation, juste, Mais t'es dans la tristesse quelquefois, et c'est OK, et t'as le droit, et oui, vas-y, pleure. Et ça, c'est oui, bon, quoi. Et foi humaine et divine, c'est-à-dire que la personne qui a réussi à passer ça, tu auras toujours de la tristesse parce que tu as toujours en toi une blessure, c'est une blessure, je dirais, qui va cicatriser, mais il y aura toujours une cicatrice. Donc tu l'auras toujours. Elle fera plus mal, elle fera, mais il y aura ça une restera un cicatrice. souvenir. Ça sera Ça plus reste un une souvenir. blessure, mais ça D'accord. sera un souvenir. Voilà. J'ai fait cette fausse couche et j'ai travaillé beaucoup sur le deuil Oui, d'un bébé perdu. Alors, c'est sûr que c'est des fausses couches. C'était pas un bébé qui avait 5, 6 ans. C'est pas un bien enfant. sûr. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même quelque chose. Ah, Et mon expérience, c'est que c'est un souvenir. Ça fait partie de ma vie. Je suis quelqu'un qui a vécu cette fausse couche. Par contre, c'est plus douloureux. c'est ça. C'est que tu Voilà. arrives à te traîner de la douleur et d'avoir réussi peut-être à comprendre, je dis bien peut-être, parce que ça Si on t'est peut. propre à toi, pourquoi ça t'est arrivé. Mm. Voilà. Mais on ne fait pas de Oui, la thérapie là. Hein. parce que quand je disais que j'avais besoin de prendre quelques baffes pour comprendre les choses, voilà, ça en fait Absolument. partie. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour ton partage, pour tout ce que tu nous C'est moi qui te livres. remercie, Et bien sûr. j'espère que toi, auditeur qui écoute cette vidéo, tu te sens inspiré, que tu vas réussir à cheminer aussi dans ta voie pour mettre encore plus de lumière. Accepter que, ouais, il y a des parts d'ombre, mais c'est juste qu'elle manque un peu de lumière. Bien sûr. Et tu peux avancer là-dessus, mettre encore plus d'amour, encore plus de lumière, encore plus de prendre soin de toi. Oui, c'est important. Je te remercie. Jean-Marie, Oui. où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes Alors, actualités? alors, je ne suis pas un grand communicateur, si tu veux. J'ai un compte Facebook qui est le compte sur lequel je comment dire, publie mes formations, quand je fais mes formations. J'ai un site internet aussi, hein, on peut me retrouver. Je sais que même en tapant juste mon nom, en principe, vous allez vous retrouver mon site internet. Et c'est tout. Donc, tu connais mon site aussi, qui est mon site secret, enfin mon groupe secret qui est Hypnose en partage, hein, Mhm. sur lequel j'échange et je communique et parfois voilà. Je suis pas un grand communicant. Voilà. Peut-être à tort, d'ailleurs, j'en sais rien. Là, tu vois, j'ai accepté de faire ça aujourd'hui parce que ça me donne aussi l'occasion de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Et puis en même temps, si tu veux, j'ai un petit projet quand même, mais je l'ai depuis un certain temps. Ça commence à germer. C'est peut-être d'écrire un bouquin sur un certain nombre de choses. En plus, maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, on peut facilement écrire et se publier et tout. Je laisse mûrir. Voilà. Mais ça fait partie de mes. J'ai envie de transmettre encore. C'est un outil aussi de transmission. Pour moi, la transmission, c'est quand même quelque chose d'important. Et laisser un livre, c'est aussi transmettre C'est au-delà transmettre. de ta vie, au-delà de ce qui va, voilà, Absolument. advenir. Ouais. Merci beaucoup. De ce Sous qui va cette être, à mon vidéo, avis. Oui, vas-y. pardon, vas-y. Non, je disais de ce qui va peut-être, tout ce dont on parle là, qui peuvent paraître un petit peu inexpliqués ou machin, je pense que dans 500 ou 1000 ans, ça paraîtra comme un discours de vieux, vieux briscard et des choses comme ça. Ça, par contre, j'en suis intimement persuadé. Un peu comme nous quand on parle de l'époque où ils pensaient que la Terre était plate, quoi. Exactement. C'est ça. Donc, il va y avoir des résistances, hein, ça va Mm. résister, mais je pense qu'au final, je pense que l'amour, la sagesse et la lumière gagneront. Mm. Ça, Voilà. c'est sûr.
Merci Jean-Marie. Sous Je cette t'en vidéo, prie. vous allez retrouver les liens pour retrouver Jean-Marie. Je vous invite à mettre en commentaire votre cheminement. Vous en êtes où, vos questionnements? Voilà, qu'est-ce que cette vidéo, elle vient stimuler ou vous impacter ou renforcer? J'aimerais beaucoup lire sous cette vidéo ce que vous, voilà, où vous en êtes, vous. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie. C'est moi qui te remercie. Merci à tous et puis bonne continuation. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview pleine d'inspiration. Au revoir. Au revoir. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.